Jeudi 8 juin 2023, le plaisir est réel de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour le cadre de votre émission Grande Analyse. Cette émission au cœur de l'actualité en République démocratique du Congo. Chaque jour qui passe, de nouvelles informations surgissent ou naissent dans la sphère politique de la République démocratique du Congo. Arrêté depuis le 30 mai 2023 à l'aéroport d'Ndjili, c'est aujourd'hui que sa résidence et la résidence de son boss ou de son patron Moïse Katumbi, donc les résidences de Moïse Katumbi et de Salomon Idi Escadela ont été perquisitionnées par le FRDC, mais le porte-parole habilité de Moïse Katumbi, Tchapo Francis Kalombo, venait de dire que rien de compromettant n'a été trouvé dans les deux résidences. On en parle sur ce plateau avec deux invités. À ma gauche, nous avons John Mayele de FPD, à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Bonjour à mon confrère co-débatteur avec qui nous allons partager les réflexions. Bonjour à tout le peuple congolais qui nous suit. Laissez-moi vous jeter des fleurs parce que c'est la première fois de visiter cette chaîne. En tout cas, elle m'a vraiment touché par ces installations. Vraiment l'administration, une administration très assise, les installations, les outils, en tout cas, au propriétaire ou à la direction générale de cette chaîne, en tout cas 100% de réussite. Je vous jette des fleurs parce que vous avez fait un travail bien, un travail propre et structuré. Donc c'est comme ça que nous voulons voir que le monde médiatique de notre pays avance, parce que si 2, 3, 4 chaînes amorcent ou adoptent la posture que vous avez adoptée, ça signifie que nous allons relever ces domaines médiatiques. En tout cas, par ces mots aussi, je veux saluer ma famille politique, la Force populaire des démocrates, dont l'autorité morale est M. Jean-Luc Baouna, prompt rétablissement au secrétaire général M. Yvon Mundadi, et nous signalons au peuple congolais que c'est 17 juin 2023 que notre parti politique, la FPD, va faire sa sortie officielle, je m'excuse plutôt, au stade municipal de Massina. Nous invitons tous les habitants de Kinshasa, tout le peuple congolais de venir, moi j'appelle ça une fête, festoyer avec nous, parce que nous sommes assignés comme mission, c'est lui de participer à la majorité parlementaire de la prochaine magistrature du président Félix-Antoine Tshisekedi. Donc c'est pourquoi nous sommes en train d'affûter nos armes. Donc merci aussi pour votre invitation. Merci beaucoup. À ma droite, nous avons M. Symphorien Kaimbe, analyste politique mais proche de l'Union Sacrée. Bonjour. Bonjour messieurs les journalistes. Je profite aussi également de saluer mon frère qui est en face, Yoma Hele. Je salue aussi tous les Congolais partout où vous êtes. Sans toutefois entrer dans le vif de notre débat, j'admire aussi l'architecture administrative de notre chaîne. C'est la toute première fois d'y arriver. Je trouve que c'est un bon cadre. J'espère que ça ne sera pas la première fois ou la dernière fois. Nous allons continuer à fréquenter ici pour faire de bonnes analyses et parler du Congo. Nous n'avons que le Congo comme notre nation, comme patrie mère. Donc, tout au long de cette analyse, nous allons chercher à éclairer toutes les zones d'ombre que les Congolais sont en train de planter dans leur mémoire. Voilà, merci beaucoup. Je tiens à signaler aussi, en dehors de ces premiers thèmes, nous parlerons des élections parce que nous sommes à quelques mois du mois de décembre. Le parti politique, les états-majors des partis politiques sont tentés d'affûter leurs armes et il faudra qu'on en parle. Déjà, ce 25 juin commence le dépôt de candidature pour le député national. Va suivre le dépôt de candidature de députés provinciaux, les conseillers communaux. Et puis, je crois ce mois de septembre que le candidat président de la République iront déposer leur candidature. Donc, le tout fera partie, c'est le corps de cette émission. Je pense que nous commençons déjà par le premier sujet. Je donne la parole à M. John Mayele, avec qui nous avons commencé cette émission. Salomon Escadela arrêté le 30 mai à l'aéroport d'Ndjili, d'une manière que tout le monde a décrié. Au début, on nous a dit qu'il portait une arme, ou il portait des armes illégalement. Après instruction, on nous dit qu'il a un passeport, qu'il avait, je l'affirme, qu'il avait un passeport belge.
En dehors de ça, il y a plusieurs griefs qui ont été cités à sa charge, entre autres, atteinte à la sécurité de l'État, il était permanent, en communication permanente avec les représentants, certains représentants du M23. L'opposition crie à une façon du régime de déstabiliser cette opposition parce que vous n'êtes pas sûr de les battre aux élections de 2023. Qu'en pensez-vous? Merci pour cette question. Moi, je pense que lorsque vous dites que nous ne sommes pas sûrs de battre l'opposition au prochain combat électoral, je pense que c'est du faux fouillon ou soit c'est une conjugaison ou une phrase. C'est l'opposition qui le dit. Je pense que quand l'opposition dit cela, je pense qu'ils veulent amuser la galerie. Parce que si nous entrons dans les contenus de ce qui se passe sur le terrain, vous allez comprendre que l'opposition a déjà affirmé sa défaite parce qu'il y a une portion de l'opposition, premièrement, qui est déjà désarmée, qui n'ira pas aux élections, ils n'ont pas les visas pour résoudre les élections. Je parle du FCC. Le FCC n'ira pas aux élections. Il y a une portion de l'opposition. Mais ils peuvent donner un mot d'ordre. Mais quand ils donnent un mot d'ordre, non, les militants vont voter sur base de quoi? Parce qu'ils n'ont pas des cartes d'électeurs. Quand ils ont donné le mot d'ordre, ils ont dit aux militants et cadres de ne pas pouvoir s'enrôler. Combien à plus forte raison pour prouver que c'est un acte un acte non maîtrisé, un acte incivique. Donc je pense que lorsqu'on parle du dossier de M. Salomon Kalonda qui veut qu'on fasse de lui un sujet de la République pour que nous puissions parler de ce qu'il a fait, moi je pense que tout commence par des séquelles infractionnelles. Pour que la loi t'interpelle par ce qu'ils les disent, il faudrait qu'on retrouve en toi des séquelles qui font que tu as dérogé les règles du droit. Parce qu'il ne faudrait pas oublier une chose, dans la notion de l'état de droit, ça nous instigue que gouvernants et gouvernés doivent se plier aux règles du droit. Il y a ce qu'on appelle les normes qui sont les différentes règles au sein de la société. Ce sont ces normes-là qui nous conduisent. Ça signifie que tout individu doit être en dessous de ces normes. Donc les normes doivent être comme une boussole. Quand une personne pose ses actions et ses actes doivent corroborer à ces normes-là. Alors, quand une personne pose ses actes et ses actions qui vont au-delà de ces normes, ceux qui disent le droit sont habilités à dire à cette personne, non, tu as mal agi, et voilà la manière dont tu devais agir. Et je pense que M. Salomon a posé par ses actions et par ses actes, il y a eu des séquelles qui ont montré qu'il était en train de déroger, il partait dans l'extra-légalité. Déjà, vous l'avez vu, il y a le porte-parole de la DEMIAB, cet OPJ-là qui a parlé. Mais est-ce que les services de renseignement sont censés communiquer? En fait, c'est ça là aussi la grande question que je me suis posée. Parce que déjà, un dossier qui est en instruction, ils ne pouvaient pas communiquer sur ça. Non, je pense que s'ils ont communiqué, c'est pour enlever l'ambiguïté qui planait tout autour de ces dossiers. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est de l'opposition, qui disaient qu'on s'acharnait sur la personne de M. Moïse Katoumi par le biais de ses collaborateurs, entre autres M. Salomon Kalonda. Il a fallu éclairer l'opinion publique pour démontrer à l'opinion que si aujourd'hui monsieur-là était interpellé par les services de renseignement, voilà les griefs portés contre lui. Et les griefs portés contre ces messieurs, ça ne relève pas du Big Bang. C'est pas quelque chose qu'on a eu à gauche ou à droite, on l'a collé, non. C'est parce que on a retrouvé toutes ces séquelles dans ces messieurs. C'est pourquoi on l'a interpellé. Quand on parle il portait une arme, exactement, l'arme s'est retrouvée en lui. On parle d'une collaboration avec... Mais est-ce qu'il fallait attendre seulement qu'il se retrouve à l'aéroport pour aller... Mais je pense que parce qu'il a quitté de là où il était jusqu'à l'aéroport. Comme le service était informé, est-ce qu'il a fallu attendre seulement? Moi, je pense que le moment où la périodicité a interpellé une personne, ça ne relève pas de nous. Et ce n'est pas aussi légal. On vous dit que pour interpeller une personne, il faut aller à 6 heures, il faut aller à 8 heures. Non. Ils ont trouvé bon de lui interpeller à ces moments. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes en train de continuer à suivre le dossier et voir. J'aimerais qu'on puisse déférer ces messieurs devant son juge naturel, comme la procédure l'exige, pour que ces messieurs aient ces moyens de défense. Mais
comme en grosso modo, c'est que l'opinion doit retenir qu'on n'a pas interpellé pour rien, il n'est pas dans les mains des services pour rien, c'est parce que en lui, on a retrouvé des faits infractionnels. Entre autres, on a dit il touchait à la sûreté de l'État. Il y a beaucoup de choses. Il y a les collaborations avec les ennemis de la République. Donc je pense que tout cela, ce n'est pas en vain. Il faudrait que la population retienne cela. Tout cela, ce n'est pas en vain. Parce que si on ne retrouvait rien d'infractionnel à M. Kalonda, je ne pense pas que les services militaires de renseignement allaient interpeller ces messieurs. Donc, voilà, merci beaucoup. Donnons la parole à M. Saint-Forêt. Ce nom-là me paraît comme un nom de personnes qui vivent dans, comment dirais-je, dans le petit séminaire. On entend difficilement ce nom. En fait, c'est vrai, Salomon Kalonda aux arrêts, plusieurs griefs, entre autres, le port illégal d'armes. Mais Matata Pogno rebondit hier en disant que cette arme-là qu'on attribue à Salomon appartenait à son garde du corps qui détenait cette arme depuis qu'il était Premier ministre. Et cette arme-là aurait disparu le jour du sit-in qui était le 25 mai. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tout ce que Matata a dit? En fait, je veux que vous puissiez faire une liaison avec toutes les déclarations de porte-parole du service de renseignement militaire et la démentie que venait faire Matata, qui dit c'est une arme qui appartenait à son garde du corps qui a disparu le 25, le jour où ils sont allés pour déposer leur mémoire à la CENI, dans le jour du sit-in. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'ils peuvent avoir raison ou peut-être avoir tort, mais dans tout ça, qui joue le frangé? En fait, c'est ça la question clé. Merci beaucoup. J'aimerais un peu, par rapport à la question que vous venez de poser, que vous puissiez aussi mettre en tête qu'il y a eu une sortie médiatique ce matin sur Top Congo. Matata, c'est un président national du parti LGD. Oui, il y a le secrétaire qui s'appelle Franklin Chamala. Franklin a fait une déclaration ce matin pour contredire. Je ne sais pas si il était sous quel effet pour contredire son président. Franklin a dit les pistolets a disparu le 20 à Kianza, là où il y avait beaucoup de services de renseignement, de militaires et la police. Et son président tweet pour nous dire que non, les pistolets a disparu le 25. C'est vérifiable ce que je suis en train de dire. J'ai suivi Franklin Anglais de Top Congo. Il affirme que les pistolets, donc c'était le 25. Et là, je ne sais pas pourquoi cette contradiction-là entre les gens d'une même famille politique, un secrétaire, un président national. Aujourd'hui, on parle de l'arme. On condamne. J'ai suivi, lorsque vous étiez en train d'interroger l'ami qui est en face de moi, est-ce que les services de renseignement sont habilités à tenir des points de presse, surtout que c'est un dossier qui est encore en instruction. Voilà, c'est une bonne question. Et la réponse est que les services de renseignement, que ce soit militaire ou les ANR, est-ce que ce ne sont pas des services qui ont une administration? Parce que nous voyons des militaires au front, il y a un porte-parole. Pourquoi les gens n'interrogent pas? Pourquoi les gens attendent à ce que les porte-parole de l'armée au front communiquent? Pourquoi? Quel est l'article qui interdit au service de MIAP de ne pas communiquer sur l'affaire? Parce que ça n'a jamais été le cas avec les régimes passés. Oui, actuellement, si vous voyez, c'est condamné. En fait, moi, je ne suis pas dans la condamnation. Mais mon inquiétude, je vous remets la parole. Oui. L'inquiétude, c'est quoi? Une affaire qui est encore sous instruction, oui. Ça pourrait peut-être jouer au désavantage de service, soit ça pourrait aussi donner de l'avantage à l'accusé. Surtout que sur les griefs retenus, on parle de l'atteinte à la sûreté de l'État. En fait, c'est ça la grande inquiétude. Voilà. Parce que vous-même, vous avez aussi soulevé des griefs.
détenir passeport comme ou s'enrôler comme un Belge. Et tout ça est sorti du communiqué. Voilà. Mais lorsqu'on a fait la déclaration par les porte-parole des MIAP, on n'a pas suivi tout ce que les gens étaient en train de raconter. C'est pour dire que les services des MIAP, si aujourd'hui les porte-parole à SMP, c'est pour éclairer l'opinion. Parce qu'il y avait un peu de doutes là. Donc les gens disaient, tantôt c'était pour la nationalité belge, tantôt c'était pour... Mais lorsqu'on a fait la déclaration, on a vite compris qu'il y a eu d'autres choses que nous n'avons pas vraiment donné l'attention lorsque les gens parlaient. Par exemple, ce qu'il a évoqué des recrutements des gens pour des raisons sécuritaires. Ok. Aujourd'hui, j'aimerais assez qu'on puisse un peu aller sur les faits, l'historique de ce qui est arrivé à Salomon. Vous avez dit que c'était une marche pacifique. Oui, une marche de l'opposition, c'est parti de là. C'est parti de là, c'était une marche pacifique. Comment une marche pacifique? C'est que Matata a dit. C'est une marche pacifique. Vous allez dans une marche pacifique avec les pistolets. Mais s'il vous plaît, je vous laisse la parole. Continuez. Continuez comme ça. Vous allez dans une marche avec un pistolet. L'idée derrière cette disposition-là d'aller dans une marche avec les pistolets, c'est quoi? C'est lorsqu'il y aura je dirais quoi, l'affrontement, et vous tirez sur les militaires ou sur les policiers. Et à leur tour, et aussi vont retourner. On n'a jamais vu des marches de l'opposition dans ces pays avec des opposants, parce que pour porter l'arme actuellement, il y a tout un service au ministère de l'Intérieur. C'est pour dire que même les anciens opposants avaient aussi la possibilité de tenir l'arme. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui va dans une marche où il y a beaucoup de gens, vous apportez l'arme et vous affirmez aujourd'hui que non, cette arme-là était perdue. Donc il n'y a pas vraiment une explication très claire pour convaincre l'opinion. Je rebondis à ce que vous avez dit. Oui. Matata, ancien premier ministre. Oui. Donc il a ses droits garantis d'avoir un policier commis à sa garde. Oui. Si ce policier-là l'accompagne, je suis dans les conditionnels, oui. Si ce policier-là l'accompagne à une marche, parce qu'il doit assurer sa sécurité, où est le mal? Assurer sa sécurité dans une marche. Donc je crois, lorsqu'on dépose une lettre pour demander ou informer, parce qu'ils veulent toujours parler de l'information. Non, pas parce qu'ils veulent, c'est ça la logique. C'est ça la logique, c'est ça ce que veut la loi. Ah oui. Informer. Informer. Ah oui. Et il y a une disposition. Cette disposition veut que l'autorité puisse chercher à ce que les mesures d'encadrement pour accompagner ces gens-là qui vont marcher. À quoi bon encore d'apporter votre sécurité ou d'amener votre sécurité dans un lieu où il y a beaucoup de gens avec l'arme? Pourtant, on vous a déjà accordé la sécurité que non, vous serez accompagné par la police nationale congolaise. Et vous avez votre pays. Vous ne voyez pas qu'il y aura deux chefs sur terrain ou deux chefs de sécurité sur terrain. Parce que l'autre ne voudra pas assez qu'on puisse dire à son chef que faites comme ça. Et de l'autre côté, la police est tenue d'exécuter ce que le chef hiérarchie lui dit. Vous voyez? C'est là où il y a le problème. Les gens ne comprennent pas pourquoi. Si aujourd'hui on dit que non, c'est une affaire d'atteinte à la sécurité de l'État, nous affirmons que c'est oui. Pourquoi? Parce que on nous a donné l'arme et les services. Oui, je suis en train de citer. Oui. Les services habilités pour accorder l'arme ou octroyer l'arme à un individu vous a déjà donné toute possibilité de circuler avec ça. Lorsque cette arme-là est perdue, M. Matata fait parvenir l'information à quel service? Il a attendu assez qu'on puisse arrêter Salomon, parce qu'il lui a parlé du 20. On a arrêté Salomon le 20. On n'a pas arrêté Salomon le 20. Pourquoi il n'a pas fait la communication juste après la perte de cette arme-là? L'arme a disparu le 25, le jour du sitting. Lui a dit le 25. Oui. Son secrétaire a affirmé ce matin le 20. Maintenant, pourquoi il a attendu tout ce temps, les 25, les 20, les 26, les 27? Il a attendu jusqu'à tel point qu'on puisse arrêter Salomon. Et c'est que j'aimerais citer par là. Il n'y a pas un endroit où il est interdit d'arrêter quelqu'un
qu'on a soupçonné d'atteinte à la sécurité. Parce que vous avez évoqué pourquoi il a été arrêté à l'aéroport. Donc il n'y a pas un endroit spécifique. Admettons que si on arrêtait seulement les jours de mars, qu'est-ce qu'il y allait avoir? Vous voyez? Merci beaucoup. John Mayele, je reviens à vous. C'est de ces faits coulés encre et salive. Salomon aux arrêts. Mais aujourd'hui, on perquisitionne même les résidences de Moïse Katumbi. Qu'est-ce que Katumbi a à voir? Apparemment, c'est la tête de Katumbi qui ne plaît pas au régime. J'aurais voulu avoir cet opposant sur le plateau, dommage qu'il ne soit pas venu. Qu'est-ce que Katumbi a à voir? Parce que la personne qui est aux arrêts, c'est Escadela, qui est son proche collaborateur, oui. Mais l'infraction, si infraction il y a, l'infraction est individuelle. Pourquoi perquisitionner les résidences de Katumbi à Kinshasa et à Lubumbashi? Bon, on dit tout, les Français disent, hein, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc, si aujourd'hui on doit analyser tout ce qui arrive dans la scène politique, surtout du côté de l'ensemble pour la République, nous allons constater qu'il y a beaucoup de bavures. On a vu les communicateurs de l'ensemble véhiculer des discours pamphlétaires, des discours haineux, des discours tribaux. On voit les conseils spéciaux se promener avec une arme, comme si nous étions dans une jungle. Alors, vous voulez qu'on toutes ces griefs ou toutes ces manières de faire les choses qu'on incrimine, qui comportent qui? On porte celui qui engage les partis politiques. Et celui qui engage les partis politiques, c'est M. Moïse Katumbi. Mais il faudrait se dire une chose. Tout ce qui s'est fait aujourd'hui, ça s'est fait... Moi, je trouve qu'il y a un non-événement. Je trouve que c'est normal lorsque des individus se comportent en incivique, là où sont les civiques, que la loi les rattrape plutôt. Parce que quand on parle du pouvoir judiciaire, on vous donne les missions du pouvoir judiciaire, on vous dit, ils sont là pour dire la loi et surveiller que cette loi soit mise en applicabilité. Alors, et qu'est-ce qu'il y a de spécial? Quand une personne qui est dans la société va se comporter comme un animal, il ne veut pas s'appuyer aux règles de cette société, mais il faudrait qu'il subisse la rigueur de la loi. Moi, je pense que c'est un événement. Ce n'est pas M. Tshisekedi qui a envoyé M. Safou et M. Moukebaï d'aller vulgariser des propos tribaux et haineux. Ce n'est pas M. Tshisekedi qui a mis l'arme non plus à la poche ou je ne sais pas là où chez M. Escadela. Mais si vous dites qu'on veut s'en prendre dans la tête de M. Katumbi, il faut... Mais oui, parce que c'est Salomon. C'est Salomon qui est aux arrêts. Mais il est aux arrêts, exactement. Mais dans la dimension où on investigue. Parce que le droit, c'est une autre dimension. Il y a ce qu'on appelle les complices, les co-auteurs et les auteurs. Quand on parle de la dimension de l'auteur, c'est la personne qui a commis l'acte matériel. Mais les complices et les co-auteurs, ce sont les personnes qui participent directement ou indirectement pour que l'infraction soit commise. Alors, dans la dimension où M. Salomon Escadela, et il y a des griefs qui sont portés contre lui, entre autres atteinte à la sûreté de l'État. Je ne pense pas qu'il va... cette atteinte à la sûreté de l'État, ce monsieur va le faire seul. Avec quel moyen qu'il a pour atteindre la sûreté de l'État. Donc c'est l'argent de il y a une sorte, non, il y a une sorte de déduction que nous faisons. Donc, il y a des co-auteurs, il y a des complices qui vont travailler avec lui en connivence pour qu'on atteigne plutôt à la sûreté de l'État congolais. C'est dans cette dimension. Parce que c'est comme ça qu'on réfléchit en droit. On réfléchit des travers, on réfléchit à l'encontre pour aussi trouver une piste de solution qui va nous mener vers la vérité. C'est dans cette dimension. Parce que quand une personne doit toucher à la sûreté de l'État, il faudrait savoir que cette personne n'est pas seule. Il s'est créé un système et nous avions vu, on vous dit que il y a une sorte de collaboration entre ces messieurs et le Rwanda et le groupe rebelle. Il y a des messages, il y a des conversations. Je pense que c'est dans cette dynamique-là d'investiguer qu'on a perquisitionné la maison de M. Katumbi et c'est sur une perquisition qui est momentanée. C'est sur base d'investigation. Oui, déjà, le porte-parole de Katumbi venait de faire une déclaration. Rien de contraignant n'a été trouvé. Alors, je pense que comme il n'y a rien de contraignant, nous avons une justice qui est équitable et
on va laisser les différents biens. C'est dans la dynamique ou dans la logique de pouvoir trouver des preuves par rapport à ce qu'ils ont avancé comme hypothèse. Parce que les hypothèses, ce sont les griefs portés contre M. Escadela. Alors, dans une dimension où on porte les hypothèses, il faudrait chercher les données qui affirment ou infirment cette hypothèse. Mais pourquoi seulement Katumbi? Mais moi, j'avance avec ma question. Pourquoi seulement Katumbi? L'opposition a plusieurs ténors. D'abord la loi sur la congolité qui a du mal à passer, et aujourd'hui c'est son proche collaborateur. Est-ce que Katumbi fait peur au régime? Je me dis, on demande aux Congolais de ne plus réfléchir, parce que les personnes qui doivent proposer les lois ne doivent plus proposer les lois. Non. L'article 100 de la Constitution nous détaille comment est-ce que ou quelles sont les missions d'un parlementaire. C'est un monsieur, un paisible citoyen qui a réfléchi, qu'on appelle Noël Tchani. Il n'a pas qualité de porter une loi, il donne sa loi à monsieur Ntingi Pouloulou pour qu'il la porte. Et on ne va jamais interdire à un parlementaire de faire son travail. Et la deuxième des choses, lorsque vous dites pourquoi seulement monsieur Moïse Katumbi, mais il faudrait demander aussi pourquoi seulement les compagnons de Moïse Katumbi font des bavures et se comportent comme si nous étions dans une jungle. C'est ça la question qu'il faut se poser. Ce sont les communicateurs de M. Martin Fayulu qui sont passés à la télévision, ou de M. Delisé Sanga et M. Mouzitou, parce que vous me faites citer leur nom pour faire la publicité. Non, c'est pas qui sont passés à la télévision. Nous débattons sur la politique qui fait partie de politiciens congolais. Ils sont contents quand je cite leur nom. Hein. Ils auront de l'audimat. Donc vous pensez que ce sont ces communicateurs qui sont passés pour vulgariser? Non. Ça signifie si aujourd'hui la justice tire sur M. Moïse Katumbi, ça signifie qu'il y a eu des séquelles, il y a eu une causalité. En sociologie, on dit ceci: avant de traiter un fait social, il faut toujours aller de cause à effet. Ça signifie si on touche à Moïse Katumbi, il y a une causalité. Donc les causalités, c'est ce que ces communicateurs ont cherché, c'est ce que M. Escadé l'a fait, et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun acharnement sur la personne de Moïse Katumbi. S'il veut aller à la bataille électorale, et qu'il remplisse les critères, et les critères, c'est pas M. Tshisekedi qui fixe ces critères, les critères sont fixés par les différentes lois de la République. Nous allons aller, par exemple, moi je vais aux élections législatives, je suis fier d'y aller. Donc si je sens que je suis freiné, donc peut-être je ne remplis pas les critères. Donc, quand on me dit je suis des pères et des mères, est-ce que c'est une insulte pour moi? Non, c'est pas une insulte. Merci beaucoup. Je donne la parole à M. Sanfori. C'est vrai que Salomon déjà aux arrêts, les résidences perquisitionnées, la cage monte au créneau en disant que les perquisitions menées dans les résidences de Katumbi et de Salomon Escadela sont irrégulières. Une institution, je dirais une structure qui nous a comme une structure de droits de l'homme qui monte au créneau pour fustiger cette manière de perquisitionner les résidences de ces deux citoyens, c'est-à-dire Salomon Escadela et Moïse Katumbi Tchapou. Vous ne pensez pas, vous ne voyez pas de cet œil, ces personnes, de cet œil de certains Congolais qui pensent que c'est la tête de Katumbi qui dérange et non le geste qu'il est en train de poser. Surtout qu'hier à l'opposition, il a accompagné le président de la République, bien qu'ils se sont séparés quand ils ont cherché un candidat commun, mais du moins ils se sont mis ensemble avant de se séparer. Est-ce que ce n'est pas ce qui dérange le régime actuellement, la tête de Katumbi? Je ne pense pas que la tête de Katumbi peut déranger tout un régime mieux placé comme ça, qui remplit toutes les conditions pour aller aux élections. Katumbi à lui seul ne peut jamais faire peur à un régime Tshisekedi. Les problèmes que nous sommes en train de débattre pour le moment, moi je crois qu'il faut laisser la justice faire son travail. J'espère bien que les services de l'ENIAP ne condamnent pas quelqu'un. Lorsqu'il va arriver à la fin de faire tout ce qu'il est en train d'entreprendre comme enquête, il va remettre M. Salomon au parquet. À ce moment-là, il va trouver son juge naturel. Je crois tout ce qu'on est en train de faire, les gens peuvent dire de gauche à droite, on cherche la tête de Katumbi. Katumbi d'ailleurs qui est incapable
Donc je suis en train de constater le manque de leadership dans sa gestion au sein de sa famille politique qui est Ensemble pour la République. Comment ça? Un parti qui s'implante du jour au lendemain, vous direz que... Oui, s'implanter, ce sont des simples choses. Mais je parle de leadership. Vous connaissez un chef qui ne condamne jamais ses troupes. Moïse Katumbi n'a jamais condamné Daniel Safou dans tout ce qu'il fait, n'a jamais condamné Mike Moukeba dans tout ce qu'il fait, n'a jamais condamné Jakinda dans tout ce qu'il est en train de raconter dans les médias ou à travers les réseaux sociaux. Quand Safou se permet de citer une tribu, parler, je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a vu parler, et vous voyez la direction de sa famille politique, aucune autorité ne condamne, voire même les présidents, parce que Katumbi pense aujourd'hui être candidat président de la République. Est-ce que, parce que quand vous regardez les contours de tout ce qui se passe actuellement, en commençant par la dame ici, si c'est princesse Moulongo, aller vers Safou, Moukeba et ainsi de suite. Est-ce que Katumbi est en mesure aujourd'hui de diriger la RDC? Parce que nous voyons que c'est seulement les Katangais qui se réclament. Quand on vient par Augustin Kabou et dit non, on ne parle pas de Tshisekedi sur base de sa gestion, mais on lui réclame parce qu'il est de telle province. Oh non, il a incité aussi le tribalisme. Oh oui. En quoi il a incité? Je ne voudrais pas entrer en profondeur par rapport à ça. Aujourd'hui, on n'a pas peur des élections. On n'a pas peur des élections, on n'a pas peur des Katumbi. L'Union sacrée n'a pas peur des Katumbi. D'ailleurs, si aujourd'hui on va aller aux élections demain, l'Union sacrée ira aux élections, l'Ensemble n'ira pas aux élections. Pourquoi? Parce que jusque-là, il n'a pas présenté les candidats. Si vous regardez les cellules de l'Ensemble, chaque parti qui est déjà prêt d'aller aux élections, si vous interrogez les communicateurs, ils vous diront, nous avons déjà des listes. On est en train de tamiser. Vous pensez qu'ensemble, comme ils sont là, ils n'ont pas encore de liste? Ils sont dans la distraction. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Depuis que l'Ensemble a quitté l'Union sacrée, il avait l'objectif d'aller aux élections. Mais lorsque l'Ensemble se sont coalisés avec SID, Envol et LGD, l'histoire des élections a disparu dans la bouche de l'Ensemble. Et les communicateurs de l'Ensemble ne parlent plus des élections. Ils parlent de quoi? Ils parlent de la révision du fichier électoral, ils parlent de la reconstruction de la Cour constitutionnelle, ils parlent de revoir les bureaux de la CENI. Et je me demande, si l'Ensemble aujourd'hui pose avec ses amis en vol, LGD, pose des problèmes pour dire que non, pour aller aux élections, on doit revoir les bureaux Kadima, on doit revoir la Cour constitutionnelle. Et vous pensez que les gens là sont vraiment en mesure d'aller aux élections avec tout ce qu'ils sont en train de déposer? Si les pouvoirs acceptent, ok, on doit revoir la Cour constitutionnelle, ça va nous prendre combien de temps? Parce que nous sommes à quelques mois de vie. Et aller aux élections avec tant de turbulences et avoir des élections libres, transparentes et apaisées, vous ne pensez pas que des fois on peut aussi faire confiance aux revendications de l'opposition? Quelles sont ces turbulences-là? Moi, je ne vois pas de turbulences. Je ne vois pas de turbulences. Quand vous n'êtes pas mieux organisé dans votre famille politique, maintenant vous cherchez comment atterrir, il faut chercher. C'est ça, c'est que l'opposition pense aujourd'hui qu'elle est en train de préparer l'échec pour que les présidents actuels, avec l'Union sacrée, adhèrent à leur position de boycotter les élections. Non. Ou d'aller, s'ils ont besoin, je l'ai toujours dit, s'ils ont besoin d'une table de négociation, sortez dire tout haut. J'ai suivi hier Olenga Koy qui a parlé de ça, que le président initie des consultations, appelle des... Vous anticipez déjà le deuxième sujet, on évolue directement comme ça, parce que le deuxième sujet, c'est les élections. Je vous remets seulement, je vous mets l'eau dans la bouche. C'est vrai que tout ce qui s'est fait, c'est pour des fins politiques. Tout le monde veut faire entendre sa voix. Mais le seul moyen pour faire entendre sa voix et se faire élire, c'est les élections. Okay. Un bureau de la CENI qui a été contesté par l'opposition, il sort son calendrier, c'est contesté. On va à l'identification et l'enrôlement des électeurs, contesté. Il y a l'audit du fichier électoral qui vient d'être fait, contesté.
À ce jour, la CENI a publié la date pour le dépôt des candidatures. Donc, nous allons aux élections. Bien que toutes les parties prenantes ne sont pas d'avis avec cette, ou ne sont pas en parfaite harmonie avec cette CENI. Mais du moins, nous avançons petit à petit et sûrement vers les élections. Pensez-vous que toutes les turbulences que nous avons connues en 2006 avec le vieux Etienne Tshisekedi, en 2011, déjà en 2006, ils ne sont pas allés aux élections. En 2011, le vieux a prêté serment à la maison, disant que en 2018, avec la vérité des urnes, pensez-vous qu'en 2023, nous aurons des élections libres, crédibles, transparentes, mais apaisées? J'affirme qu'il y aura bel et bien les élections dans ce pays, avec les régimes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'aimerais un peu faire ouvrir quelques brèches. Vous voyez actuellement nos ennemis. Je fais allusion au pays, à la nation qui nous agresse. Le Rwanda. Les Rwanda. Ouais. Le Rwanda sait aujourd'hui que si le régime ici continue pour la deuxième fois, le deuxième mandat. Donc, pour lui, c'est fini. C'est fini. Maintenant, pour arriver à ce que ce régime ne puisse pas avoir le deuxième mandat, il faut faire quoi? Il faut utiliser les Congolais. Il faut utiliser les Congolais pour déranger le chemin qui est déjà tracé. Les élections. J'étais en train de dire ceci. L'ensemble a sensibilisé les gens pour aller s'enrôler. SID a sensibilisé les gens pour aller s'enrôler. Envol, LGD et toutes les familles politiques qui constituent l'opposition et le pouvoir. Nous étions tous dans la sensibilisation pour enrôler les électeurs. Comment, à un moment donné, un parti qui a sensibilisé les gens pour aller aux élections, pour aller s'enrôler, après, les gens se sont déjà enrôlés. Et vous revenez pour dire que non, cette CENI ici n'inspire pas la confiance. Je ne sais pas. Donc, vous remettez en cause tout ce que les électeurs ont fourni comme effort pour aller s'enrôler. Nous connaissons tous les distances que certains effectuaient à l'intérieur pour aller s'enrôler. Et vous mettez tout ça, vous niez, vous dites... Mais s'ils constatent que c'est un travail bâclé, pourquoi ils ne veulent pas remettre en cause? Parce que nous avons aussi tous cette possibilité d'essayer de faire la contre-expertise. C'est vrai que nous avons vu que tout le monde s'est enrôlé. Déjà, la carte, c'est tout le monde qui contestait. Mais est-ce que si c'est les opposants qui disent que la qualité de la carte n'est pas bonne, c'est par là qu'il faut les traiter de traîtres? Permettez-moi. La qualité de la carte n'est pas bonne. Ce n'est pas une question que l'opposition doit soumettre au régime. Il y a l'institution qui est habilitée de faire ce travail-là. Le président Kadima a réussi cette question-là. Il a dit la CENI a pris déjà toutes les précautions pour régler ces problèmes-là. Et ce n'est pas pour rien que la CENI est en train de travailler pour qu'on puisse remettre à ces gens-là les duplicata. Le président lui-même a déjà dit. Et cela n'efface pas que quelqu'un qui avait obtenu sa carte et il y a eu quelque chose qui ne fonctionne pas sur cette pièce-là, que le monsieur sera effacé comme électeur. Il sera électeur. Voilà. Ce que nous demandons aujourd'hui à l'opposition, c'est de se préparer d'aller aux élections. Tout ce qu'ils sont en train de faire comme bruit, des marches, ce n'est pas en faisant des marches que la machine qui est déjà en marche doit faire un pas en arrière. Non, nous allons partir aux élections comme ça. Et si Katumbi veut devenir président de la République, il n'y a qu'un seul moyen pour être président de la République, c'est passer par les élections. Voilà. S'il y a les communicateurs de l'ensemble qui veulent aussi devenir les députés nationaux ou provinciaux, le seul moyen pour devenir député, c'est les élections. Voilà, merci. Je donne la parole à Diomayele. Nous tendons déjà vers la fin. Okay. Les élections, on en parle. C'est vrai que vous êtes rangé derrière l'union sacrée, mais il y a l'opposition aussi qui se prépare. C'est vrai qu'il décrit
peut-être la manière de faire de la CENI, la manière de faire de certains dirigeants, parce qu'il décrit que la CENI se plaint, que les moyens ne suivent pas. Mais du moins, il travaille avec cette bonne, je dirais, cette bonne volonté. Il y a la date de dépôt des candidats, les dates de dépôt des candidatures qui sont connues de tous. Vous pensez qu'à la ligne où vont les choses, nous pourrons atteindre, ou la CENI va atteindre ses objectifs sans qu'il y ait grogne après la publication des résultats? Moi, je pense que la CENI fait son travail, hein, comme institution, cette institution technique pour organiser les élections. Mais il faudrait savoir que l'opposition n'est pas une femme pour que nous puissions subir ses caprices. Parce que là, tout ce qui se passe là, ce sont les caprices des femmes, les caprices des grossesses. Et vous allez comprendre. Donc, à son temps, on dirait aussi que l'opposition qui a amené le président de la République. L'opposition, était une femme. L'opposition actuelle, c'est une femme. Elle est en train de faire ses caprices, les caprices de grossesse, tout ça. Et quand elle va mettre au monde, vous allez comprendre que toutes ces caprices vont finir. Moi, je pense que nous sommes en plein processus électoral. Dit processus électoral, dit ensemble des actions qui nous mènent vers les élections. Alors, ce processus électoral, nous sommes dans une phase très pertinente, la phase préélectorale, qui connaît, elle, plusieurs séquences. Alors, actuellement, nous tendons vers le dépôt des candidatures. Nous, on n'oblige pas l'opposition de compétir. Si l'opposition a une vision minime pour le Congo, si l'opposition a des ambitions politiques minimes, parce qu'il faudrait se dire aussi clair dans les yeux que chaque acteur politique n'a pas les mêmes ambitions politiques. Vous allez comprendre que si moi j'ai des ambitions législatives, il y a une autre personne qui a des ambitions dans les municipales, donc nos ambitions c'est différent. Alors, actuellement, si l'opposition n'a pas les ambitions pour gérer le pays, nous avons les ambitions de continuer avec la gestion du pays, de se pérenniser au pouvoir, mais d'une manière démocratique. Nous avons les ambitions de faire de RDC un pays émergent. Nous avons les ambitions de pacifier l'Est du pays. Nous avons les ambitions d'asseoir le développement de la RDC. Donc nous, on va aux élections. Et les élections aussi, c'est pour un acteur politique, c'est impératif. C'est pas une impération. Mais pourquoi ne pas prendre aussi en compte certaines revendications? Parce que les revendications de l'opposition ne cadrent pas avec ce que nous sommes. L'opposition dit à ce qu'on trouve une CENI consensuelle. Je vais réfléchir un peu. Une CENI consensuelle dira qu'on puisse mettre de côté la loi organique sur la CENI. Parce que c'est la loi organique qui régit les fonctionnements et l'organisation de la CENI. Vous vous dites que nous trouvons une CENI consensuelle. Ça signifie que nous allons bannir la loi et que nous et vous, nous allons nous asseoir pour trouver une consensualité. Je pense que ça relève de l'incivisme, ça relève de l'extra-légalité. Alors, ils disent encore qu'on doit reconstituer la Cour constitutionnelle. Le caractère de la Cour constitutionnelle, ou là où la Cour constitutionnelle trouve son fondement, c'est dans l'article 158. Cela signifierait que si aujourd'hui on doit recomposer la Cour constitutionnelle ou reconstituer, c'est quoi la modalité qu'il faut adopter ou la démarche? Il faudra adopter une démarche de la révision constitutionnelle. Alors vous savez que nous avons une constitution qui est rigide, qui n'a pas les mêmes démarches de sa révision qu'une loi. Il faudrait que le Parlement, je m'excuse, siège en congrès selon l'article 119 et que cette procédure-là soit lancée. Donc je pense que à mon humble avis, je pense que les revendications de l'opposition ne cadrent pas. L'opposition veut se faire une 5e institution de gestion de la République. Or, nous en avons 4. Vous voulez vous faire une 5e. Donc, je pense que ce que je peux dire au peuple congolais, nous allons aux élections. Et nous, particulièrement la force populaire des démocrates, parti cher à M. Jean-Louis Baouna, nous sommes préparés. Nous soutenons, nous partons avec Félix Antoine Tshisekedi pour lui donner acquis à Félix Antoine Tshisekedi son 2e mandat. Et pour terminer, je suis en train de saluer toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont prêté attention, et une personne particulière. Je salue notre SP, M. Emmanuel, le gardien du temple, et puis Mme Ciara, et puis merci à vous aussi pour l'opportunité que vous nous aviez donnée pour parler de la chose publique dans ces beaux cadres. Merci beaucoup. Je pense que c'est la première fois. Mais ça ne sera pas la dernière fois. Merci. Voilà.
Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était votre émission Grande Analyse. Nous avons essayé de parler de la situation politique en République démocratique du Congo, plus l'arrestation de Salomon Idi et les perquisitions qu'il y a eu dans leur résidence. Sur ce plateau, nous parlons République. Chacun de nous amène ses idées pour permettre à la République démocratique du Congo d'aller de l'avant. Nous ne sommes pas ici pour faire des attaques personnelles, mais nous sommes ici pour apporter notre petite pierre afin que la République démocratique du Congo se reconstruise. Je ne veux pas boucler cette émission sans dire merci à la grande équipe technique qui m'a accompagné. Je vois Teresa Tibou à la caméra, Junior Santos et à la réalisation. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Tonton Benjamin. Merci beaucoup pour ces services que vous ne cessez de nous rendre. Et je m'en vais souhaiter déjà un heureux anniversaire à Madame Mika Kidire, qui a l'habitude de nous suivre. Elle nous a suivis hier, elle nous suivra aussi aujourd'hui, parce qu'à chaque fois qu'elle nous suit, elle nous écrit. Donc merci beaucoup à vous et prenons déjà rendez-vous pour un prochain numéro. Ça sera demain à la même heure. Bye bye.